Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'information Ailleurs dans le monde. En Algérie, les manifestations de protestation commencées au mois de février contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika ont entraîné sa démission le 2 avril de cette année. Mais pour autant, son départ n'a pas mis fin à cette mobilisation sans précédent dans le pays. Les Algériens ont continué à défiler pacifiquement par milliers tous les vendredis. Le nouveau président Abdelmajid Tebboune, à peine élu, est déjà contesté. Pourra-t-il gouverner dans ces conditions et quelles sont les attentes de la population? Nous serons en liaison avec notre correspondant à Alger, Khaled Raheni, journaliste indépendant. Sur le plateau, je suis en compagnie du sociologue Dr Lil Nikez-Nielbin et du journaliste Thomas Guessambi. Messieurs, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Fatim. Et bienvenue. Merci. Alors, avant de s'intéresser à la politique actuelle de l'Algérie, sa situation politique, nous allons d'abord revenir sur les particularités historiques et géographiques de ce grand pays. Après plein de siècles de colonisation française, l'Algérie va déclarer son indépendance à l'issue d'une guerre longue et meurtrière le 5 juillet 1962. Quelle est la configuration de l'Algérie au lendemain de son indépendance, Dr Lil? Mais c'est un pays divisé, c'est un pays meurtri, c'est un pays traumatisé. Parce que, vous l'avez souligné, de 1830 quasiment à 1962, mais bien avant ça, ils étaient sous l'Empire ottoman, sous colonisation turque. Donc c'est un pays qui a connu une grande tradition d'invasion et de colonisation, et donc beaucoup de traumatisme. De telle sorte que ceux-mêmes qui se sont battus pour l'indépendance ont connu beaucoup de divisions entre eux, que ce soit le FLN ou le MNA, pardon, de telle sorte que rien n'était gagné d'avance et le colonisateur lui-même était parti sans vraiment partir, puisque que ce soit les pieds noirs ou les harkis eux-mêmes, la France devait déjà les intégrer. Et le vide qu'ils ont laissé, ce qui a été récupéré par les populations après eux, a fait que c'était vraiment un pays quasiment dans le chaos. C'est vrai qu'il y a eu une ferveur le 5 juillet pour se dire indépendant, être assez content d'avoir eu leur indépendance, mais il y avait quasiment tout à faire. Thomas Guessambi? Moi, je dirais que c'est un pays à reconstruire, dans un contexte de la guerre froide qui battait son plein, où il y avait deux blocs qui s'affrontaient, et déjà, à côté de ces deux blocs, il y a ce parti-là qui était en gestation et qui tient aujourd'hui les rênes politiques en Algérie, le Front de Libération Nationale, qui avait déjà choisi son camp, qui avait déjà choisi ses marques en étant à la conférence de Bandung sur les non-alignés. C'est un pays à reconstruire parce qu'il y a à la fois la métropole qui considérait l'Algérie comme un département. Ce n'était pas comme les autres colonies, les colonies de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique occidentale française, mais c'était le prolongement. De sorte que quand la guerre éclate en 1954, on a le ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, qui se rend dans les différents départements pour voir qui sont ceux qui sont à la base. Donc, on a le pouvoir central français, on a les pieds noirs, comme les a cités Dr Lil, on a aussi à la fois les islamistes et les composantes de la société algérienne. Donc, il était question ici non seulement d'asseoir la souveraineté d'un parti, mais en même temps conjuguer avec les différentes particularités pour un pays uni qui allait assumer sa destinée et son destin. Alors l'Algérie va soutenir dans les années 60 et 70 un nombre important de mouvements révolutionnaires à travers le monde, comme le montre l'élément que l'on va voir à l'instant, et puis on en parle juste après. Du début des années 60 au milieu des années 70, Alger apporte un soutien important aux mouvements anticoloniaux et aux révolutionnaires du monde entier. Une fois l'indépendance acquise, après 8 années d'une guerre cruelle, l'Algérie de Ben Bella, puis celle de Boumedienne, sera une terre d'accueil de militants du tiers-monde en lutte contre l'oppression coloniale ou raciale. Nelson Mandela n'a jamais oublié le soutien qu'il y a trouvé dans son engagement contre l'apartheid. Alger la Blanche est devenue Alger la Rouge. L'internationaliste Che Guevara y établit sa base arrière. Le
Le leader afro-américain, Eldridge Cleaver, veut en faire le centre de rayonnement international du Black Panther Party. Messieurs, pour quelles raisons l'Algérie est devenue quasiment la Mecque des révolutionnaires? Bien, nous pensons que ça dénote d'un peuple à part, parce que, comme je l'ai dit, peuple meurtri, peuple envahi, peuple traumatisé. Au contraire, ils ne se sont pas refermés ou repliés sur eux-mêmes. Ils ont essayé de partager cette envie de liberté. Parce que tout ce qui a été panafricanisme, révolution, lutte anti-impérialiste et combat de tout peuple qui aspire à la liberté, ils les ont non seulement incarnés dans les fantasmes, ils les ont non seulement réalisés, ils les ont non seulement accompagnés dans les stratégies, mais en plus ils les ont accueillis. Vous avez l'élément Le Monde, le Tché est passé, les Black Panthers sont passés, l'OLP avec Yasser Arafat aussi a été reçu là-bas. Et il y a même une photo où il y a Cuba, où il y a Castro. Comment Ben Bella et l'autre Che Guevara. Donc c'est un peuple, moi je trouve formidable. Et je pense que c'est un grand rêve parce que quand Karl Marx parle de peuple du monde entier, unissez-vous, prolétaires du monde entier, unissez-vous. Je pense que ce peuple a eu comme un rêve de réaliser cela. Et c'est incroyable parce que Mandela y était, même les Bretons y ont été aussi, la Corse y a été, et même le Québec libre y a été aussi. Donc c'était vraiment formidable pour moi, un peuple comme ça. Mais cette capacité de résilience, oui. C'est-à-dire il y a 1 million de martyrs quand même. Hein. Le peuple arabe appelle l'Algérie le pays des martyrs. Même Amilcar Cabral, vous l'avez dit, parle de les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Comment vous l'expliquez, Thomas Guessambi, peut-être pour poursuivre les propos du Dr Lille, c'est-à-dire que fort de ces combats libérateurs, ils ont voulu le mettre en pratique avec d'autres pays en détresse? Bien entendu, moi, mon analyse partira sans doute du mouvement de la décolonisation, qui va commencer à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et qui va se scinder dans la temporalité en 2 grandes phases, où il y a les colons, que ce soit des Français, que ce soit des Britanniques, qui, à la différence de ce que voulait la métropole, vont chercher eux-mêmes à être libres, à avoir la main libre pour dominer les autres. Je dois dire que la volonté de dominer n'a jamais quitté l'homme. Ensuite va venir au XXe siècle, ou si vous voulez au début du XXe siècle, cette volonté des colonies à s'autodéterminer, à prendre en main leur destin. Et au début du XXe siècle, on va assister à une guerre russo-japonaise. Une confrontation que le Japon arrive à gagner. Donc pour beaucoup de révolutionnaires à cette époque, ça veut dire que la domination n'est pas fatale et que tout était une question d'organisation pour refaire et reprendre la main sur celui qui tentait de nous dominer. Donc dans la dynamique, alors qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale qui dit qu'il fallait privilégier l'expression, la démocratie que l'Allemagne nazie ne voulait pas accorder, on assiste à pas mal de contradictions. Comment est-ce qu'on peut aller lutter contre l'Allemagne nazie et au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on est encore à diriger des colonies? Donc naturellement, cette révolte et cette analyse-là va emmener pas mal de dirigeants à l'époque du FNL à s'organiser, mais à s'orienter en pensant que la démocratie sert beaucoup plus dans le socialisme, à s'orienter vers la Russie et naturellement, le marxisme, bien entendu, accueillir tous ces militants. Et aussi... Et vous dites bien accueillir parce que c'était aux frais de l'État algérien, bien en fait. Entendu, tous ces voyages et tous ces séjours de toutes ces personnalités du monde révolutionnaire. Alors l'Algérie a connu aussi une période sombre, hein, la guerre civile. Et j'aimerais vous montrer encore un élément très détaillé sur cette période noire. Il faut revenir quelques années en arrière, en 1988. À cette époque, le régime algérien repose sur un parti unique, le FLN, héritier du front qui a permis d'obtenir l'indépendance, et l'armée qui est omniprésente. Avec la chute des cours des hydrocarbures à partir de 1986, l'économie algérienne est en état de faillite. En effet, le pétrole représente 98% des exportations totales et 43% des ressources de l'État à cette époque. Les militants islamistes, via les mosquées, investissent le terrain social pour prendre en charge les problèmes des Algériens.
Résultat, en octobre 1988, des émeutes éclatent. Les jeunes réclament l'ouverture de la vie politique à d'autres partis. Le régime cède, partis et presse fleurissent. Et en juin 1989, les premières élections libres du pays, les municipales, ont lieu. Les islamistes du FIS, pour Front islamique du salut, remportent 55% des mairies, dont celle d'Alger. Leur projet ? Abolir la démocratie et instaurer le Coran comme unique loi, y compris par la force. Des législatives se profilent en juin 1991, mais le gouvernement a modifié le découpage et la loi électorale pour empêcher le FIS de progresser. Le Front lance alors une grève générale et occupe les rues, mais les leaders islamistes sont emprisonnés. Les élections se tiennent finalement en décembre 1991. Le FIS frôle la majorité absolue des sièges au premier tour. Le second tour, prévu en janvier 1992, n'aura jamais lieu. Les islamistes sont privés d'une victoire acquise et leur parti est dissous. La démocratisation du pays est stoppée net. L'Algérie bascule alors dans la violence. Différents groupes de guérillas islamistes s'arment et attaquent l'État algérien. Ils punissent les civils qui soutiennent le gouvernement et font régner la terreur pour les en dissuader. L'armée riposte, les civils subissent. Assassinats, attentats, massacres de centaines de personnes, les violences culminent en 1997 avec les tueries commises à Raïs ou ici à Bentala. Elles font plusieurs centaines de morts. Les militaires arment la population et finissent par reprendre le dessus. À bout de souffle, certains groupes islamistes signent des cessez-le-feu à la fin des années 90 et déposent les armes. Le conflit, dont les violences deviennent sporadiques en 2000, a fait entre 100 et 200 000 morts. Alors ce conflit a été meurtrier, on vient de le voir à l'instant. Quelles sont les conséquences de cette guerre civile en Algérie de 1991 à 2002 sur la situation actuelle dans la zone sahélienne? Thomas Guessobi. Comme première conséquence qu'on pourrait peut-être citer, c'est la lutte aujourd'hui contre l'antiterrorisme. Je veux dire, là où il y a naturellement des brèches, et comme on a eu à le dire sur votre plateau ici, le terrorisme ne peut que prospérer dans les clivages, qu'ils soient religieux ou communautaires. Donc ici, la crise ou la guerre civile va peut-être faire le nid de tout ce qui peut être maintenant velléité ou extrémisme violent. Mais à côté de cela, puisque la notion de la religion était rentrée en ligne de compte avec le FIS, heureusement pour la nouvelle constitution qui met un point d'honneur sur la formation des partis politiques, mais en mettant une croix sur tout ce qui est clivage à la fois religieux, ethnique, régional. Donc voici un peu les conséquences que cette guerre, avec l'apparition en 90, parce qu'on a tenté en fait le vent de l'Est aussi avait soufflé sur l'Algérie avec le multipartisme, mais il fallait encadrer, sinon tel que les choses étaient parties avec une coloration religieuse, il y avait beaucoup plus de danger à l'horizon. Docteur Lille, comment le sociologue analyse cette guerre civile? Nous, on pense que c'est une superposition de ce qui s'est passé en Algérie, puisque déjà avec ce qu'ils ont connu comme invasion et même l'islamisation de l'Algérie par les Arabes, et l'imposition de l'arabe comme langue officielle, ce problème religieux, ethnique, puisque même quand les Français étaient là pendant la colonisation, on avait les Français, les Juifs, les catholiques, et donc c'était des composantes pratiquement culturelles, linguistiques et traditionnelles. Et à la faveur de la victoire du FIS, on a vu comment est-ce que ce refus même, cette confiscation de cette victoire a plus venue de l'extérieur même qu'elle n'est venue de l'intérieur. Le fait d'avoir combattu et battu ces gens du FIS en mettant l'essentiel de leurs leaders en prison a automatiquement laissé qu'un seul choix, à savoir s'appuyer sur les bases arrières géographiques telles que le Mali, le Burkina, le Niger, etc., pour reconstituer ce qui s'est passé. C'était les replis, ce qu'ils appelaient les combats terroristes. Et c'est le même effet, les mêmes causes ont donné les mêmes effets, à savoir que l'islamisation, les prêches, la radicalisation. Donc ce qui n'a pas pu être fait en Algérie, qui n'a pas été encouragé, a été laissé prospérer, puisque quand ils sont arrivés là, ils ont commencé avec les Touaregs et autres qu'ils ont trouvés à faire les premiers trafics autour de tout ce qu'on pouvait trouver là.
Et de telle sorte qu'il y a un lien, c'est une filiation directe avec tous les groupes AQMI, avec Al-Qaïda et tout cela. En tout cas, c'est eux, en quelque sorte, qui peuvent passer être reconnus comme les initiateurs, les inspirateurs, les stratèges même de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Alors on va revenir sur la politique actuelle avec notamment la première élection du président Abdelaziz Bouteflika en 1999. Quel est le bilan de ces 4 mandats successifs? En fait, il y a peut-être une sorte de conjoncture autour de la structure qu'on appelle le Front de Libération Nationale, qui, depuis la guerre de libération, depuis 1954, si on le constate, est toujours au pouvoir, qu'importe que ce soit par moment des individualités en termes de leaders qui dirigent la politique, mais force est de constater que de 1954 jusqu'à aujourd'hui, c'est le Front de Libération qui est toujours aux affaires. Mais ici, comme dans la géopolitique, chaque leader ayant sa particularité, Bouteflika arrive après une période de 10 années de crise, de guerre civile, et donc il axe sa politique sur 3 grands points. Il parle de paix, parce qu'après la guerre, il faut gagner la paix, il faut reconstruire la paix. Il parle de paix, il parle de sécurisation et d'unité du territoire, et il parle aussi de relance de l'économie. Mais est-ce que sur ces 3 axes, durant 20 ans, est-ce que M. Bouteflika a été à la hauteur ou pas? Toujours est-il que si on a été à la hauteur, on ne peut pas un matin de février 2019 voir la rue se lever pour demander votre départ. Sans doute qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Et à entendre un peu la presse, on relève naturellement la corruption qui était galopante, on relève aussi le niveau d'intégration des jeunes dans la politique, dans la gestion et bien d'autres éléments qui sont en train de La jeunesse qui a joué un rôle déterminant dans les manifestations de cette année 2019. Alors, vous l'expliquez comme Thomas Guessambi, le désamour des Algériens pour leur président. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas tenu ses promesses ou parce que ça faisait déjà un bon moment qu'il était déjà au pouvoir et qu'il fallait changer de président? Comme l'a dit Thomas Guessambi, c'est vrai que Bouteflika, c'est Boumedienne, la boumedienisation, puisqu'il était son ministre des Affaires étrangères. Donc, dans les grandes orientations, il continuait cela. Il a bénéficié de cet héritage et il le continuait. Mais peut-être que sa spécificité, c'est après la mort de Boudiaf, qui était beaucoup plus dur avec le fils, ça a été véritablement de pouvoir pacifier l'environnement. Et voyez-vous, vous parlez de 4e, 5e mandat, c'est sûr que les mêmes causes produisent en général les mêmes effets, puisque Boumedienne lui-même, avec Boumedienne, on parlait de mourir au pouvoir. Donc c'est un peu cette longue, grande tradition qu'il avait essayé. D'ailleurs, c'est celui-là qui a le plus duré. Et à un moment donné, c'est vrai que la jeunesse était de côté. Vous avez parlé de bilan. Le bilan, ça dépend qui le fait. Sinon, quand Boumedienne lui-même le fait, il parle de 5 millions de logements pour 25 millions d'Algériens. Il parle de 118 universités. Il parle de 10 000 kilomètres, des milliers de kilomètres de routes, etc. etc. Mais l'Algérie reste une locomotive économique pour le continent. Oui, parce que déjà, Boumedienne avait fait le choix de l'industrie lourde. Et Boumedienne aussi avait fait le choix du pragmatisme. C'est-à-dire que tout en étant anti-impérialiste, il reconnaissait que la technologie du pétrole était le plus avancée avec les Américains. Donc il a fait des accords avec eux, mais il a dit en même temps qu'il les combattait partout où ils étaient et qu'ils essayaient d'imposer... Kennedy, qui se félicitait de l'indépendance de l'Algérie. Mais en termes de bilan, il y en a qui disent aussi que c'est la corruption, c'est la ruine. Puisque et les proches aussi, l'accaparement des biens d'État. Voilà, il y en a qui ont dit que ces 20 ans, c'est 950 milliards de dollars US qui auraient pu développer toute l'Afrique. Donc en matière de bilan, c'est toujours contrasté, ça dépend qui fait le bilan. Non, peut-être ce que j'allais ajouter, quand on met en relief 4 mandats, alors qu'on a la première puissance européenne qui a son chancelier ou sa chancelière qui a fait plus de 10 ans. Je vais dire souvent, le problème ne réside pas dans la longévité, même si je ne suis pas contre l'alternance, mais tout est une question de redistribution de la richesse. Tout est une question de gestion de la chose publique. Si la population, chacun se sent intégré dans la gestion... Mais Thomas, excusez-moi, avant même la gestion, il faut aussi que la personne soit dans un état de santé qui lui permette de gérer un État. Oui, mais ça c'est arrivé au dernier mandat. Donc on ne peut pas dire qu'il a passé 4 ans au pouvoir pendant qu'il était impotent. Je pense que ce qui est important,
que quelqu'un comme la chancelière, chaque fois elle remet clairement son mandat, elle gagne, et sans qu'il n'y ait de tripatouillage ou de modification de la Constitution. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui gêne les populations. Elles ont l'impression que c'est toujours une affaire de confiscation des choses. C'est-à-dire on joue et en plein jeu, on change les règles. Et ça, c'est très difficile à admettre. Ajouter à ce que vous avez dit, à un moment donné, de 2013 jusqu'à 2018, il ne dit pas un mot et on nous dit qu'il est quand même candidat. C'est très difficile à admettre. C'est l'image aussi de la population, le président. Mais il y a eu des manifestations, hein, des mouvements de contestation, déjà vers le printemps arabe en 2011, qui n'ont pas abouti. En 2014, il y en a eu plusieurs manifestations. Ce n'est pas pour autant que Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas présenté. Il a gagné l'élection présidentielle. Est-ce que son départ en 2019 signe vraiment la fin de l'ère Bouteflika en Algérie? Mais bien entendu, quand la rue se soulève, c'est qu'elle ne veut plus de vous. Il y a deux formes de limitation de mandat. Ou bien on va au terme constitutionnel, ou bien il y a la rue qui gronde et vous fait partie par la force. Donc, et je pense que lui-même, il y est arrivé, et cela devra aussi lui servir quand même de leçon. Il est arrivé avant la fin d'un mandat de 5 ans de son prédécesseur qui, à un moment donné, a décidé de se retirer et d'organiser des élections que Bouteflika a remportées. Donc, quand on arrive à un niveau de gestion, c'est ce que je dis, ce n'est pas arrivé forcément au moment où il était impotent. Quand on arrive à un niveau de gestion de 4 mandats, alors qu'au départ, la Constitution donnait 2 mandats et au cours de l'exercice, effectivement, comme vous le dites, on change. Les règles du jeu. Voilà. Donc ça, c'est peut-être à décrier, mais le tout n'est pas forcément de jeter l'anathème sur un dirigeant qui passe un peu plus de temps, mais le tout j'arrive, le tout est comme le dit Dr Lille, de s'abandonner au jeu et aux règles démocratiques en remettant et en demandant au peuple la volonté. Rien n'empêche de nous reconduire de changer la Constitution et de transformer ces États, et non pas en république, en monarchie. Bien entendu. On ne peut pas avoir à justifier leur longévité au pouvoir. Ce que je suis en train de dire ici, le président Bouteflika, à un moment donné, sur les 3 axes qu'il avait mis en relief en termes de politique, il n'a peut-être pas, parce que le jugement que j'ai ne sera qu'un jugement partiel. Je ne suis pas en Égypte, mais je recoupe les informations. Il n'a certes, en Algérie, autant pour moi, il n'a peut-être pas respecté tous ses engagements au point que le plus grand pays à la fois d'Afrique, du monde arabe, puisse connaître des citoyens qui s'adonnait aussi à l'immigration, qui s'adonnait aussi à cette traversée difficile de la Méditerranée pour aller en Europe, pour gagner leur compte, c'est qu'il y avait un réel malaise. Alors, je vous propose de prendre tout de suite notre correspondant en liaison à Alger, Khaled Rareni, avec qui on va échanger sur la situation. Bonjour Khaled. Abdelmajid Tebboune a gagné les élections. Le scrutin a été marqué par une abstention record et des manifestations de masse dans la capitale. Le président pourra-t-il gouverner aisément? Abdelmajid Tebboune n'a pas gagné les élections. Abdelmajid Tebboune a été intronisé par l'état-major de l'armée pour être président de l'Algérie. Et l'abstention a été extrêmement importante. Elle est de près de 60% selon les chiffres officiels, mais nous on pense que le véritable taux d'abstention c'est beaucoup plus que 60%. Il peut être aux environs de 90%. L'organisation de l'élection présidentielle du 12 décembre dernier a toujours été rejetée par une grande partie de la population. Quelles en sont les raisons? La majorité des Algériens ont rejeté l'élection présidentielle du 12 décembre parce que pour eux, c'est une organisation faite par le système, avec les candidats du système, pour la survie du système. Le régime algérien n'a pas accepté les conditions d'une élection transparente, ça veut dire l'ouverture d'un dialogue serein et franc avec l'opposition, n'a pas accepté la formation d'un gouvernement de transition, ni une assemblée constituante. Nous n'avions pas besoin d'une telle élection présidentielle. Que reproche la population au président algérien? Déjà, pour une grande majorité d'Algériens, Abdelmajid Tebboune n'est pas seulement un mal élu, c'est un non-élu. C'est un président qui fait partie de l'équipe Bouteflika, une des figures de l'ancien système algérien. On ne connaît pas une culture démocratique, il n'a jamais participé aux manifestations, même s'il fait aujourd'hui un discours d'apaisement. Pour les Algériens, ce n'est pas le président, ils ne peuvent pas reconnaître un président issu d'une élection qui a été rejetée depuis des mois.
La situation hebdomadaire reste encore pacifique. On parle d'Irak. Comment est né ce mouvement de rejet? Le Hirak en Algérie est né donc quelques jours avant le 22 février, aux environs du 16 février. Il a commencé à l'est du pays parce qu'il y avait un rejet total et massif d'une nouvelle candidature du président Bouteflika à un 5e mandat. Les Algériens ont dit stop. Ils ont eu ras-le-bol. Ce qui fait la force de cette révolution, c'est qu'elle n'est pas à caractère social, mais elle est à caractère politique. Et son aspect pacifique, il force l'admiration de tous et de nous en premier. Après plus de 10 mois de manifestations, ce mouvement peut-il s'arrêter? Ce mouvement ne s'est pas arrêté au bout de 10 mois. Il n'y a pas de raison pour qu'il s'arrête maintenant. C'est un mouvement miraculeux, c'est un mouvement novateur qui a libéré la parole, qui a libéré les Algériens. La peur a changé de camp. Nous sommes beaucoup plus libres qu'avant, même s'il reste beaucoup de chemin à faire. Nous avons obtenu beaucoup de choses, notamment le départ du président Bouteflika, le départ du gouvernement, le départ de plusieurs figures du système. Mais le plus gros reste à faire, c'est le départ de ce système qui nous dirige depuis notre indépendance en 62. Et je pense que les Algériens ne peuvent pas perdre. Je pense même qu'ils ont déjà gagné. Merci Khaled. Alors messieurs, peut-être une réaction, mais j'ai surtout envie de vous demander, est-ce que le mouvement de contestation qui secoue l'Algérie actuellement aura raison du nouveau président? Son avenir est incertain? Son avenir politique? Si on écoute le correspondant, ça va être difficile. Parce qu'effectivement, il a raison, depuis février, on parle de système. Quelles que soient les figures de proue de l'ancien système qui ont été mises en prison, quelle que soit la manière dont ils ont fait les arrangements pour obtenir la démission de Bouteflika, on sent que la rue ne se sent pas concernée. Parce qu'elle estime qu'elle a sa révolution, parce que peut-être qu'ils se sont inspirés. Oui, vous qualifierez ça d'une révolution? On parle de révolution du sourire, puisqu'ils sont pacifiques. Bon, parce que les printemps arabes, à un moment donné, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie et ailleurs et en Égypte, et les gens ont compris la récupération. Et quand on voit les bases, pour parler de l'Égypte, les bases militaires qu'il y avait en dessous, et l'Algérie est fortement imprégnée, impliquée dans tout ce qui est schéma militaire. Donc à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a chacun, le système a beau se battre pour se pérenniser, on ne peut pas prédire comment ça va se terminer, mais tout se passe comme si, pour le moment, la rue estime qu'elle n'est pas concernée. Peut-être qu'elle se base sur cette soif de liberté dont j'ai parlé depuis le départ, qui a été, que ce soit par rapport à l'Empire turc, que ce soit par rapport aux colons français, etc., etc. Peut-être que, et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui porte cela. Ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que jusqu'à présent, on se dit que c'est 10 à 11% de la jeunesse qui se sent concernée par tout ce qui se passe, du moins qui a été intégré dans l'ancien système. Un dernier mot, Thomas. Oui, j'ai envie de dire que les rues ne se ressemblent pas, certainement. Sinon, la rue a été prise aux États-Unis après l'élection du dernier président, mais ça ne l'a pas empêché de dérouler ce qu'il avait comme projet, comme programme. Je vous ai dit que la structure, depuis plus de 50 ans en Algérie, c'est le Front de Libération Nationale, qui est aux affaires et qui a eu plusieurs animateurs à un niveau très considérable. Donc, on attend de voir que le nouveau président lui-même prenne la mesure des choses, sans doute pour l'orientation de sa politique. Il est prêt au dialogue, mais voilà. Merci de votre participation. On se quitte comme chaque semaine sur une citation. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir, de Frantz Fanon. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée et à samedi prochain.